Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, intervenant après tous les collègues, je voudrais le remercier tous pour avoir apporté le soutien à ces projets de loi. Et à travers eux, je voudrais aussi féliciter les ministres délégués, notre cher collègue, parce qu'il a le droit de revenir à tout moment ici, son mandat n'ayant pas pris fin, n'étant que suspendu. Je ne crois pas que la suspension lui aurait ôté son droit d'être député. Voilà pourquoi, honorable président, je félicite donc le ministre délégué et j'espère vraiment que ce ministère cessera d'être délégué pour devenir un ministre à plein temps comme aux États-Unis, où on a compris que pour gagner la guerre d'aujourd'hui, il faut honorer le combattant d'hier. Parce que ceux qui se battent, s'ils savent qu'après la bataille, ils ne seront pas abandonnés dans des camps infestes, ou ceux qui ont été blessés vont être laissés en train de passer dans le bar pour aller mendier auprès de citoyens alors qu'ils ont perdu une jambe, un bras, parce qu'il est allé se battre pour nous qui dormons. Donc il est important que la situation des anciens militaires et anciens combattants soit prise en charge par un ministère qui devra avoir en charge toutes ces questions de leur gestion administrative, de leurs soins, de leur prise en charge post-traumatique, ainsi que de la situation de leurs enfants et de leurs veuves. Merci beaucoup. Ceci étant dit, honorable président, je ne reviens pas sur la question de cette responsabilité. D'emblée, je dois dire que cette loi doit être acceptée. Merci d'avoir pris ces concepts génériques d'anciens combattants pour mettre aussi bien les militaires qui ont terminé leur carrière que ceux qui ont pris à des opérations militaires à quelque titre que ce soit, mais aussi les démobiliser dans l'ordre normal. Alors, il se posera cette question de fondement constitutionnel. Oui, honorable président, il faut qu'on résolve cette question parce que aller considérer, je respecte l'argumentaire de tous les amis, surtout de l'honorable Matata, les considérer comme des personnes vulnérables, mais ces militaires n'ont pas besoin de la compassion, ils ont besoin de la reconnaissance et du respect. Non, honorable président, les personnes vulnérables, ce sont des personnes vivant avec handicap, ce sont des personnes qui ont des déficiences, c'est des personnes sans défense. Les officiers généraux qui ont combattu, si ils sont devenus des personnes vulnérables, c'est nous qui l'avons rendu comme tel, c'est-à-dire nous ne prenons pas charge d'eux. Donc nous ne devons pas prendre de cet statut négatif pour en faire un fondement constitutionnel pour consacrer alors cette vulnérabilité et cette précarité. Je crois que, en discutant avec l'honorable Mbosso, nous croyons qu'il faut, à la suite de la loi sur le statut de militaires actifs, considérer les statuts de militaires passifs au même titre que l'article 122.15. Mais nous allons discuter de ça au niveau de la commission, mais on ne peut pas considérer ceux qui se sont battus pour vous et pour nous qui dormons comme étant des personnes vulnérables. Au contraire, ce sont des héros qu'il faut, n'est-ce pas, respecter. Donc, ce qui appelle dans l'articulation de ces textes que l'article 17 qui parle de la reconnaissance, l'article 8 et l'article 17 doivent venir avant. Ce qui est important, c'est la reconnaissance de ces sacrifices suprêmes de ces gens-là. Et ensuite, la reconnaissance d'autres droits que j'appellerais subordonnés, droit au logement. Il n'est pas normal que ceux qui se sont battus pour le Belge
et tout un quartier des avenirs à Sosa et autres. Mais ce qui se passe ce qui se passe pour Minembwe, ou pour Uvira, ou pour Kolwezi hier, soit laissé sans souvenir. Donc, c'est un problème de statut, de la reconnaissance de leur sacrifice. Alors, autre chose, monsieur le ministre, vous avez parlé des anciens combattants vivants, et ceux qui sont morts, ce sont leurs veuves et leurs orphelins. Moi, je crois qu'il faut aussi parler des anciens combattants à titre posthume, même si leurs femmes veulent bénéficier. Qui connaît encore les sacrifices de Tchatchi ici, à part les camps? Qui se rappelle ce que Ikuku a fait lors de la deuxième guerre du Katanga? Donc, tous ces généraux, tous ces officiers, tous ces militaires inconnus, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs le statut de militaire inconnu, sont jetés dans l'oubliette. Et j'espère, monsieur le ministre, avec l'autorisation du président, que le site que le général Kabanda a donné pour le musée et le mémoire de l'armée ne va pas être dédié à autre chose et qu'il faut arriver à construire ces musées dont nous attendons tous. Alors, je ne vais pas aller dans les détails. Je voudrais par contre aborder la question posée par la Journée nationale des anciens combattants. Vous prenez comme référence l'armistice de 1918 et encore du 11 novembre 1918. C'est bien, hein, comme a dit l'honorable Soumey, mais d'abord tous les anciens combattants de 1918 sont morts. Les derniers, c'est le caporal Kanyuka qui est mort à 100 ans. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Le 11 novembre, c'est en France. Nous avons des journées, par exemple, le 17 novembre, cette journée, on a créé notre armée nationale, ou toute autre journée. Mais je ne vois pas pourquoi on doit prendre la journée du 11 novembre. C'est bon pour la France dans l'histoire de la libération française, mais ça n'a aucun lien avec notre mémoire. Voilà, honorable président, quelques éléments que je voulais parler de cette loi, et j'espère que nous aurons le temps de faire. Alors, ce qui est important, monsieur le ministre, c'est la mise en œuvre. Le fonds, mais avec le général Kabanda, nous avons créé le Fonds national pour le développement des forces armées depuis 1922, depuis 2022. Jusqu'à aujourd'hui, ce fonds n'est pas opérationnel. J'espère que le vôtre va être très opérationnel. Voilà, monsieur le président, ce que je peux dire sur cette loi, que je remercie. Mais j'ai saisi cette opportunité pour aborder la question d'un autre projet très intéressant du ministre des Finances. Dans l'exposé de motifs, il dit qu'il veut résoudre un problème. Le silence de la loi quant au régime répressif des infractions aux législations fiscales douanières qui crée un vide juridique susceptible de générer des contentieux. Alors j'étais très intéressé de voir quelles sont les sanctions que vous proposez, monsieur le ministre. Mais je me suis dit, je suis allé donc à l'article 3. Alors, nous voulons bien travailler, mais lorsque vous dites, il est inséré à l'article 3 de la loi un régime fiscal de recettes non fiscales, vous dites des infractions à la législation fiscale douanière et d'assises non fiscales sur les parafiscalités. C'est-à-dire que vous voulez mettre des sanctions. Et quelles sont les sanctions que vous dites, vous proposez? À l'article 27, vous dites les infractions à la législation fiscale douanière des assises ainsi que celles relatives aux recettes non fiscales et aux changes sont constatées et poursuivies, réprimées conformément au droit commun. On n'a rien fait alors. Merci.